Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accorder votre attention et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. L'humanité a célébré ce jeudi 13 février la journée internationale de la radio. Le thème retenu cette année pour célébrer cette journée est « Hommes et femmes, partageons l'information ». En Guinée, pas de cérémonie officielle, mais quelques journalistes ont tenu à manifester leurs sentiments. Vous allez le voir dans cette édition. Le ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a désormais un plan prioritaire de travail 2014. Le ministre Khalifa Gassama Diaby l'a fait savoir hier au cours d'une conférence de presse qu'il a animée. Et puis la star internationale américaine d'origine sénégalaise est en Guinée, pas pour un concert cette fois, mais dans le cadre d'un projet. Il était ce matin à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. La Guinée et les États-Unis renforcent leur coopération militaire. 35 militaires américains pour la formation des militaires guinéens. Cette formation a été lancée ce jeudi à Kindia par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, Alexandre Lascaris. Nous y reviendrons. Célébration ce jeudi de la journée internationale des radios, une occasion pour les hommes de médias d'interpeller leurs confrères au respect de l'éthique et de la déontologie, mais également les hommes politiques et les citoyens à la protection des journalistes dans l'exercice de leur métier. Ça mérite un grand format. Le 13 février de chaque année est célébrée la journée internationale de la radio, une journée instituée en 2011 par l'UNESCO. Et cette année, elle est placée sous le signe du genre « Hommes et femmes, partageons l'information », un thème qu'apprécient certains hommes des médias guinéens. L'UNESCO a estimé probablement que les femmes n'avaient pas toute leur place dans les rédactions, dans la production et peut-être même dans la gestion des radios. Et c'est pour cela que nous avons attiré l'attention de nos membres sur la nécessité de veiller à l'égalité de chance entre les hommes et les femmes sous réserve qu'ils aient les mêmes compétences. Non seulement sur le plan de la production, sur le plan de la diffusion, mais sur le plan de la distribution des fonctions. L'invention de la radio est une œuvre collective qui part de la découverte des ondes électromagnétiques jusqu'à la création des premiers matériels utilisables pour communiquer sans fil. En Guinée, c'est seulement en 2005 que la libéralisation des ondes a été obtenue. Et dès 2006, les premières radios privées ont commencé à émettre. À ce jour, on peut compter plus d'une trentaine de radios dans le pays. Sur ce, plusieurs journalistes rendent hommage au feu président général Lansana Conté. Permettez-moi de rendre hommage au feu général Lansana Conté, parce que c'est sous son régime que l'audiovisuel a été libéralisé. Mais je voudrais en même temps saluer le rôle déterminant que l'opposition de l'époque avait joué. Et aujourd'hui, on peut se réjouir que la libéralisation profite à tous, y compris à certains opposants qui sont devenus aujourd'hui des hommes au pouvoir. Même si souvent on reçoit des menaces au niveau des radios, mais il faut dire que les radios ont beaucoup progressé parce qu'on peut aujourd'hui estimer à 40 le nombre de radios privées sur le territoire guinéen. Cependant, si les ondes ont été libéralisées avec des progrès considérables en matière de liberté de la presse, la situation s'est tout de même dégradée ces dernières années. C'est du moins le constat fait par les Reporters sans frontières qui classent la Guinée 102e sur 180 pays en matière de liberté de la presse, alors qu'elle était 80e l'an dernier. D'où cet appel des promoteurs des médias aux politiques ainsi qu'aux citoyens. J'espère que tout le monde y veillera, les pouvoirs publics, les journalistes, les associations, mais les acteurs politiques également, qui devraient pouvoir sensibiliser leurs militants sur la nécessité de laisser les journalistes exercer librement leur profession. La journée mondiale de la radio, c'est aussi l'appréciation des citoyens. Certains rencontrés ont salué l'œuvre des journalistes guinéens. Mon appréciation vraiment est par rapport à la radio guinéenne. Vraiment, je veux dire par là que la radio
toutes les radios privées, vraiment, ils se battent très bien pour vraiment la réussite de notre pays. La radio, c'est le moyen d'information par excellence. Et bien des journalistes espèrent que la radio a un lendemain meilleur en Guinée, mais sous réserve que des journalistes soient mieux formés à des règles de l'éthique et de la déontologie. La Saint-Valentin ou la fête des amoureux, autrefois considérée comme l'une des fêtes les plus négligées par bon nombre de citoyens guinéens, fait aujourd'hui l'objet d'une grande convoitise tant chez les adolescents, les jeunes que chez les adultes. À moins de 24 heures de cette fête, l'heure est aux préparatifs malgré la conjoncture dans laquelle baigne la capitale guinéenne. Qu'est-ce que la Saint-Valentin? Pourquoi l'appellation fête des amoureux? Comment les amoureux préparent-ils cette fête? Élément de réponse dans ce reportage signé Salimatou Diallo. Le 14 février s'est transformé en une fête pour les amoureux depuis le IIIe siècle. Saint-Valentin est en fait un prêtre exécuté par les Romains le 14 février 270. Suite à l'abolition du mariage par l'empereur Claude II, Valentin encourage alors les jeunes fiancés à venir le trouver en secret pour recevoir de lui les bénédictions du mariage. Il fut alors arrêté et emprisonné. Dans sa prison, Valentin tisse une relation amoureuse avec la fille de son geôlier. Juste avant d'être décapité, il lui offre des feuilles en forme de cœur avec le message suivant: de ton Valentin. Alors les hommes ont jugé nécessaire de fêter ce jour, une manière pour eux d'immortaliser les actes de cet homme. Valentin, tu sais ce que je vois, c'est très bon quand même quoi. Tu veux préparer de bons cadeaux pour ta femme. J'ai fait beaucoup de cadeaux pour elle. Beaucoup, parce que je l'aime, donc je fais beaucoup de cadeaux pour elle. Les cadeaux en ce jour spécial de la fête des amoureux est une manière pour eux de manifester leur amour et désir à l'égard de leur conjoint. Malgré la cherté de la vie, les amoureux ne manquent pas de quoi offrir à leur âme sœur. Si on dit que c'est quand la fête va arriver que tu peux te préparer, tu ne vas pas s'en sortir. Donc il faut préparer à temps pour préparer le cadeau de madame. Madame aussi va préparer ton cadeau. Bon, je suis là aujourd'hui pour chercher quelque chose pour ma dulcinée. Comme demain c'est Saint-Valentin, malgré la conjoncture, quand le cœur parle, on ne peut rien. Les rues de Conakry sont inondées de prospectus pour l'annonce des événements prévus pour la circonstance. Boutiques, magasins, salons de coiffure ne désemplissent pas également car chacun a l'ambition de paraître. Quand même, ça va petit à petit, les gens commencent à venir petit à petit. Mais c'est pas comme avant. Avant, c'est rempli, plus que ça même. Vous-même, vous voyez, non? Voilà. Donc, on travaille quand même. Comme d'habitude. Les filles viennent, les hommes aussi viennent. La Saint-Valentin ou la fête des amoureux est le moment pendant lequel les amoureux profitent pour échanger des cadeaux et des mots d'amour. L'Assemblée nationale s'implique dans la réforme des forces de défense et de sécurité. À cette occasion, elle vient d'organiser à travers sa commission défense et sécurité un atelier de 3 jours sur le contrôle civil et démocratique de l'armée guinéenne. C'est un reportage signé Benoumar Silla. Quel rôle le Parlement doit jouer dans le contrôle civil et démocratique des forces de défense et de sécurité? Son implication dans le processus de la réforme des services de sécurité pour une meilleure gouvernance du secteur en Guinée ont été les principaux sujets abordés au cours des 3 jours de travaux de cet atelier. Il a regroupé les femmes parlementaires, des députés uninominaux et d'autres députés des commissions défense et sécurité ainsi que de la commission des lois. La rencontre a été un cadre d'échange sur l'évolution de la réforme des forces de défense et de sécurité engagées dans le pays il y a 3 ans. Cet atelier d'échange sur les principes du contrôle parlementaire des forces de défense et de sécurité nous a permis de nous pencher sur des thèmes aussi variés que divers qui ont trait à des concepts de la réforme du secteur et de la sécurité. Ce qui a permis de renforcer la compréhension des nouveaux élus sur l'évolution de la réforme du secteur de la sécurité et sur l'esprit des principes du contrôle civil et démocratique des forces de défense et de sécurité. L'occasion a été mise à profit par le Haut Commissariat aux droits de l'homme de demander au gouvernement guinéen à poursuivre la réforme des forces de sécurité en lien au respect des droits de l'homme et du genre. Le contrôle démocratique et civil des forces de sécurité et de défense permet à l'État de s'assurer que les droits
reconnus aux citoyens sont respectés et garantis. Dans cette perspective, la réforme des forces de défense et de sécurité doit se poursuivre avec une emphase sur les droits de l'homme ainsi que la prise en compte du genre, notamment lors de l'engagement de ces forces en temps de paix qu'en temps de conflit. Plusieurs recommandations ont été faites par les participants, notamment la prise en compte du budget de la formation des policiers dans la loi des finances rectificative 2014. Assurer la participation de l'Assemblée nationale aux différents cadres de concertation de la RSS, prendre en compte le budget de la formation des policiers dans la loi des finances rectificative 2014. Assurer la révision des lois organiques portant statut des forces de défense et sécurité en y insérant une disposition de discrimination positive dans le cadre du recrutement qui prévoit au moins 30% des femmes. Le président de l'Assemblée nationale demande aux honorables députés participant à cet atelier à traduire ces recommandations en actes concrets. Je vous invite à traduire vos recommandations en actes concrets pour relever les défis du contrôle des forces de défense et de sécurité. Je tiens également à saluer la volonté affichée des forces de défense et de sécurité à se soumettre au contrôle civil et démocratique des institutions et acteurs qui sont habilités selon la loi. L'implication du Parlement dans la réforme des services de défense et de sécurité permettra de bâtir une nouvelle société guinéenne avec une architecture sécuritaire respectueuse des droits de l'homme et des valeurs démocratiques. Le ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a présenté ce mercredi son plan annuel prioritaire pour l'année 2014. Dans ce plan, le département a mis en exergue des projets à réaliser avant décembre 2014. C'était lors d'un point de presse accordé par le ministre Khalifa Gassama Diaby. Maréchal Fofana nous fait le point. C'est devant un parterre de journalistes que le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a présenté son plan prioritaire de travail 2014. Khalifa Gassama Diaby a, dans son intervention, mis un accent particulier sur les défis liés à la question des droits de l'homme en Guinée. Ce combat pour les droits de l'homme est difficile, il est complexe et il est long. Il est difficile car il suppose le rejet de toute forme de partialité à la dépolitisation des valeurs inhérentes aux droits humains et la lutte contre tous nos travers socio-culturels. Ce combat est aussi complexe parce qu'il exige préalablement l'existence, la protection de la promotion des droits de l'homme, la consolidation d'un véritable État capable d'assumer et d'assurer de façon neutre, impartiale et légale toutes ces missions, parmi lesquelles évidemment le respect, la garantie et la concrétisation des droits humains. Dans la même lancée, le responsable du département des droits de l'homme a mis sur table 12 projets prioritaires. Ce sont entre autres l'organisation de la semaine de citoyenneté, le monitoring en milieu carcéral. Ces projets devront être réalisés d'ici décembre 2014. Nous avons évidemment l'intention aussi cette année de créer un certain nombre de projets de vulgarisation de nos textes juridiques dans nos langues locales pour accéder justement à cette cible privilégiée en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, c'est-à-dire nos concitoyens. Le projet suivant est le projet de mise en place des observatoires thématiques. Depuis sa mise en place le 5 octobre 2012, le ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques n'a travaillé que de façon conjonctuelle. Aujourd'hui, il se dote d'un plan de travail dans la perspective de la construction d'une société démocratique respectueuse de l'être humain. Et puis, la direction générale de l'hôpital national d'Onka a tenu ce jeudi un entretien avec les travailleurs de certains services. Objectif, amener tout un chacun à garder un œil sur la propriété de l'hôpital. Nénéo Moubalde nous fait le point. La direction générale de l'hôpital national d'Onka a engagé à préserver l'hygiène de ses locaux. Ce jeudi,
Un entretien a eu lieu à cet effet entre elles, le service d'hygiène et la sécurité. Objectif, amener chacun à prendre des dispositions afin de maintenir la propriété de l'hôpital. Malgré tous les efforts que vous et nous fournissons, pratiquement la population a une mauvaise perception de nous tous. Parce que je ne peux pas comprendre pourquoi on doit continuer à avoir des toilettes sales, un environnement sale. D'accord, la population mérite d'être éduquée. L'hôpital national d'Onka occupe une part importante, et en particulier la prise en charge des malades d'une part, mais d'autre part l'hygiène hospitalière. C'est pour cette raison que nous avons dès maintenant proposé, envisagé de mettre en place en application le SMIG pour tous les contractuels et que ces agents qui vont bénéficier à partir de maintenant du SMIG, comme l'a sollicité Monsieur le Président de la République, doivent s'engager à travailler correctement. Dr Fatou Siké Camara a profité de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit des visiteurs du CHU d'Onka pour l'atteinte de cet objectif dans l'intérêt des malades. Aux populations de la ville de Conakry, avec tout le respect, nous leur demandons respectueusement, humblement, de nous accompagner. L'hygiène fait partie des soins de malades. Quand ils sont à l'hôpital, nous allons donner tous les soins selon les possibilités que nous avons. Nous allons mobiliser nos contractuels pour l'entretien, l'hygiène de l'hôpital. Mais nous leur demandons humblement d'accepter d'utiliser les poubelles pour tous les besoins qu'ils auront à l'hôpital. Sécurité. Services d'hygiène et population sont donc appelés à observer les mesures d'hygiène en vue de donner une bonne image à l'hôpital d'Onka, le plus grand centre hospitalier du pays. En bref, macabre découverte en Centrafrique, un charnier a été mis à jour dans un camp militaire de Bangui. Les dépouilles, une dizaine de personnes, sont difficiles à identifier, mais manifestement, les victimes ont été ligotées et torturées. Illustration de la violence et de l'engrenage de la haine. Au moment où les autorités haussent le ton contre les milices chrétiennes, les anti-Balaka. Suivez. L'épuration ethnique, version chrétienne. Les exactions se multiplient contre les musulmans centrafricains qui représentent 15% de la population. Les anti-Balaka qui sont dans la brousse là, c'est eux qui viennent dire qu'ils ne voulons pas les musulmans ici, ils vont venir tuer, les musulmans sont partis, leur demander le pardon, on a donné le bœuf, on a donné de l'argent, ils ne voulaient pas, ils disent qu'ils vont tuer seulement les gens. Pourchassés par les milices chrétiennes des anti-Balaka, ils s'entassent dans des camps et fuient dorénavant en masse le pays. On est là comme ça, on est né ici, grandi ici, vieilli ici. Subitement, les gens commençaient à taper tout le monde. Si tu es musulman, on te tape, pas rester ici. C'est pas votre pays, il faut partir. Des deux côtés, on découvre des cadavres entassés dans des fosses communes, comme dans celle-ci, la fosse septique d'une caserne qui abritait la milice musulmane des ex-Seleka. Ce qui attise la haine qui sépare de plus en plus les deux communautés, malgré les appels au calme des chefs religieux. Et aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui se vengent de ce qu'ils ont subi. Ils ont massacré les populations et tout le monde sont en bourse. C'est par rapport que les villageois sont en colère. Un gars par binocle. C'est pas pour, n'est-ce pas, qu'on ne fait pas, pas de pillage, n'est-ce pas, mais c'est de la colère. Et on a fait ça. Les 1600 soldats français, la troupe d'interposition africaine, sont complètement insuffisants pour contrôler un pays plus grand que la France. Désormais, c'est le quart de la population qui a besoin d'une assistance alimentaire. Le pont aérien mis en place reste complètement insuffisant. Et puis, 10 jours, 8e journée d'audience effective. La semaine dernière déjà commençait le procès de Pascal Simbikangwa, un procès qualifié d'historique. Pour la première fois, un responsable rwandais est jugé en France pour son implication présumée dans le génocide qui avait fait 800 000 morts en 1994. Le point sur la dernière audience. 8e jour d'audience, Pascal Simbikangwa reste fidèle à sa ligne de défense. Il nie, minimise son rôle et pointe du doigt les menteurs, ceux qui l'incriminent lui et le régime Habyarimana.
Dans sa ligne de mire, les ONG, les défenseurs des droits de l'homme. À la barre, les témoins de contexte se succèdent pour éclairer les jurés sur les circonstances du génocide. Des experts, mais aussi un témoin hier qui raconte ce qu'elle a enduré. Pour la défense, tous ces récits risquent de condamner d'avance Pascal Timbikangwa. On est en train en ce moment d'aborder des éléments qui sont là pour maquiller le dossier, pour construire un personnage diabolique, alors que ce ne sont pas pour ces faits-là qu'il est renvoyé dans la cour. Donc en ce sens, non, c'est très très orienté. On essaie de le mettre à terre pour qu'une fois qu'on aborde le fond et les faits pour lesquels il est vraiment là, il soit déjà condamné aux yeux des jurés. Répondant peu aux questions, l'accusé dévie souvent. Les escadrons de la mort, une invention relayée par les Occidentaux. La radio des Mille Collines, un moyen de contrer la propagande Tutsi. Jusqu'à ce que l'accusé avance la thèse du double génocide. Nous savons qu'elle existe, elle a été prospère en France, elle l'est encore auprès de, même dans le monde politique, hein, je pense à M. de Villepin qui avait parlé des génocides en particulier, c'est quelque chose qui ne nous surprend pas. Le procès devrait passer dans sa phase plus concrète la semaine prochaine avec l'audition de témoins directs qui ont connu Pascal Timbikangwa, comme le chef des services de renseignement militaire, Anatole Zengiyumva, condamné par le tribunal pénal international d'Arusha. Autre facette de l'actualité internationale, mesdames et messieurs, c'est la suite et la fin de la visite de François Hollande aux États-Unis. Et après les fastes de la Maison-Blanche, le soleil de la Californie, une région qui n'a pas été choisie au hasard au royaume de la libre entreprise et de l'innovation. C'est avec humour que le président français a décidé de déclarer sa flamme au patron. Suivez. Entre François Hollande et les patrons de start-up, les fameux pigeons, l'heure est désormais au défi amoureux. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'embrasser finalement les entrepreneurs et de leur faire un... Attention, image insolite, l'accolade d'un président de gauche à un patron. À San Francisco, le chef de l'État est venu annoncer des mesures pour aider les investissements. Opération séduction entre le président et les entrepreneurs, même si François Hollande n'oublie pas de se venger du patron du MEDEF qui avait critiqué le pacte de responsabilité en pleine visite officielle. Cet avantage qui a été d'avoir le président du MEDEF tout au long de notre déplacement. Vous pouvez l'applaudir ? François Hollande s'amuse à faire applaudir Pierre Gattaz, l'obligeant ainsi à revenir sur ses critiques de la veille. 1 million d'emplois nets, je le maintiens, je le soutiens, c'est le projet du MEDEF. Et nous, le MEDEF, avec les patrons, nous aurons des engagements à tenir, mais chiffrés, qui seront plus des objectifs, si vous voulez. Nous sommes en train de travailler dessus. Lors de cette visite aux États-Unis, François Hollande a su faire rentrer dans le rang le patron des patrons. Mais l'aile gauche de la majorité a sans doute moins apprécié cette offensive de charme à l'égard du patronat au pays de l'oncle Sam. La capitale américaine sous la neige, décidément cet hiver est l'un des plus rudes qu'aient connu les États-Unis. Le pays est confronté à une nouvelle vague de grand froid. Une vingtaine d'États du Texas et des centaines de millions de foyers sont privés d'électricité. Les services de météo annoncent la pire des tempêtes. Le président américain Barack Obama a déclaré l'état d'urgence dans 45 contrées en Géorgie et en Caroline du Sud. Suivez ce reportage. La capitale américaine sous la neige, côté pile, cela donne de magnifiques images du Congrès ou encore de la statue d'Abraham Lincoln profitant du spectacle bien installé dans son mémorial. Mais côté face, ce nouvel assaut de l'hiver sur plusieurs États américains est nettement moins bucolique. À 1000 km de Washington, la Géorgie est, avec la Caroline du Sud et même celle du Nord, l'un de ces États sévèrement touchés par la tempête. Et si les autorités avaient notamment donné comme consigne de rester chez soi, cela a bien failli coûter la vie à certains, comme cette dame de 86 ans. Un arbre a littéralement défoncé le toit de sa maison. J'étais sur mon lit, j'ai entendu un bruit énorme et j'ai vu tout ça au-dessus de moi. Vous compreniez ce qui se passait? Non. Vous avez pensé que c'était quoi? J'ai cru que c'était le jour du jugement. Comment dites-vous? Le jour du jugement dernier. D'autres maisons ont subi le même sort et le réseau électrique a souffert, lui aussi. Hier, en fin de soirée, près de 400 000 foyers étaient privés d'électricité et à l'aéroport d'Atlanta, le plus fréquenté du monde, la quasi-totalité des vols ont été annulés, car il n'y a pas eu que de la neige, mais aussi des pluies verglaçantes.
Ici, ce sont les habitants du quartier qui se sont mobilisés pour permettre à une ambulance de poursuivre son chemin sur la route devenue patinoire. Le président américain a déclaré l'état d'urgence dans 45 comtés en Géorgie et en Caroline du Sud. Les éléments se déchaînent en Angleterre, rafales à 100 km/h, fortes pluies, vagues déferlantes. Les îles britanniques sont en alerte rouge. Une situation qui s'aggrave alors que le pays connaît son hiver le plus rigoureux en 2 siècles et demi. Depuis le début de l'année, pas de repli sur le front des inondations. Suivez. Des jours et des jours que la Tamise enfle, gonfle et submerge les villes installées le long de son cours. Les voitures ne roulent plus, elles flottent. Depuis le début d'une série d'intempéries sans fin, 5800 habitations ont été inondées, comme celle-ci. Une île au milieu des flots que son propriétaire tente de préserver, coûte que coûte. En voyant l'eau monter, on a commencé par mettre des sacs de sable autour de la maison, ensuite on a scellé les portes, et puis on s'est résolu à construire une petite digue. À Windsor, seul le château de la Reine est protégé des flots par ses hautes murailles. Dans le village, on se déplace désormais en canoë. Et la colère monte contre la négligence des responsables locaux. Il y a un responsable. Est-ce l'agence de l'environnement? Quel qu'il soit, le responsable doit être identifié. Après 2 mois de tempêtes à répétition et d'intempéries hors normes, le gouvernement est désormais mis en cause pour sa mauvaise gestion de la crise et sommé de réagir. Nous allons verser une indemnisation de 5 000 livres à tous les propriétaires de maisons affectées. Indemniser les entreprises pour qu'elles réparent et puissent se préserver à l'avenir de telles inondations. Et un fonds de 10 millions de livres va être octroyé aux agriculteurs. Dans les zones sinistrées, les habitants ont été prévenus qu'ils allaient essuyer dans les prochains jours une nouvelle vague de perturbations. Retour à Conakry pour parler culture dans cette édition. La star internationale américaine d'origine sénégalaise est en Guinée depuis 48 heures. De son vrai nom, Alioune Badara Thiam, alias Ekon, était ce matin à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Accompagnée par le ministre de la Jeunesse, la star est venue présenter son projet et véhiculer un message de paix à l'endroit de la jeunesse guinéenne. Malik Diakité nous fait le point. Alioune Badara Thiam, alias Ekon, à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. La star internationale vient expliquer son projet à la jeunesse guinéenne. Un projet d'investissement dans le domaine de la santé, de l'éducation et surtout de l'énergie solaire. Soucieux du développement du continent africain et de sa quiétude, l'artiste s'adresse à la jeunesse guinéenne en ces termes. What I need for us to do is not dwell on the past that's unknown. Donc ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est de ne pas jouer au passé que vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération. À la fin, vous êtes tous guinéennes. Il n'y a pas de Malinké, il n'y a pas de Poulard, il n'y a pas de Wolof. C'est la Guinée qui fait. Posons et mettons notre énergie sur ce qui va développer notre pays, ici la Guinée, et c'est vous la jeunesse guinéenne. Sans le combat de votre ministre de la jeunesse qui a tout fait pour que nous soyons là, après notre réunion avec le président de la République, il a insisté avec le président pour qu'on vienne là ici rencontrer la jeunesse guinéenne. Ce discours de paix et de réconciliation de Alioune Badara Thiam, alias Ekon, est repris par le ministre de la Jeunesse. Il a lancé un message important, celui de l'unité, celui de la solidarité. Et ce message, je pense que vous devez partir de vous en ayant à cœur et dans l'esprit qu'il n'y a pas de malinqué dans cette salle, il n'y a pas de peul dans cette salle, il n'y a pas de soussou dans cette salle, il n'y a pas de forestier dans cette salle, mais qu'il y a des Guinéens. Et dit, je viendrai en Afrique, je viendrai pour aider ceux-là qui sont les plus vulnérables. Je vais amener l'électricité aux jeunes gens de l'Afrique. Je vais tout faire pour que ceux-là qui vivent en milieu rural, les Guinéens et les Africains qui n'ont pas d'électricité, qui ont un déficit d'apprentissage parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'électricité la nuit pour étudier, je vais apporter ma célébrité avec une technologie qui existe pour aider pour que le milieu rural, là où il y a plus de 70% de nos populations qui vivent, pour que ceux-là aussi
est un moment d'électricité. Econ, dans sa vision de contribuer au développement de l'Afrique, est accompagné par Thio Nyang, président des jeunes patriotes des États-Unis d'Amérique, un jeune africain qui a contribué à l'élection de Barack Obama. Dans cette même délégation, le fils du panafricain Marcus Garvey. Ce projet de l'artiste intitulé Indigo a pour slogan Econ Lighting Africa, ce qui signifie Econ illumine l'Afrique. Dernier virage de cette édition, le club industriel de Kansar a regagné Conakry après son match aller joué à Lomé dimanche dernier contre l'AS Douane du Togo. Le CIK prépare ainsi la rencontre retour prévue ce vendredi même. C'est pourquoi son encadrement technique a animé un point de presse ce jeudi au siège de la Fédération guinéenne de football. Fodé Camara. 2-0. C'était le score du match aller qui a opposé le club industriel de Kamsar au Togolais de l'AS Douane de Lomé dans le cadre des préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football. L'encadrement technique a, dans un point de presse qu'il a animé ce jeudi, tenté de justifier les causes de cette défaite. 1. L'arrivée tardive de l'équipe à Lomé. 2. 3 joueurs du CIK n'ont pas effectué le déplacement. 3. La méconnaissance de l'adversaire. Sur l'équipe adverse, il ne le connaissait pas. Et donc il est parti très hésitant d'abord, de gauche. Porque não começaram ainda o campeonato, não é? Et puis, ainda não tinham jogos também. Bon, le championnat du Togo aussi, c'était pas commencé, donc il n'a pas eu l'occasion de voir cette équipe-là. Mas fomos confiantes para jogo que sabíamos que era difícil, porque era no estádio da equipa adversária. Bon, il avait la confiance que le match n'allait pas être facile. Il savait que jouer chez l'adversaire, et c'est tout à fait un peu difficile. Pour mieux préparer le match retour prévu ce vendredi au stade du 28 septembre ici à Conakry, toutes les dispositions semblent être prises. Les joueurs, selon leur capitaine, sont prêts à renverser la vapeur. On a fait une réunion de concertation pour préparer le match retour, le match qui nous attend demain. Donc, moralement, les joueurs sont là, sont prêts à affronter le match de demain, et pour que nous puissions, la détermination est là pour avoir la victoire. Réussir ce pari serait une grosse surprise pour le public sportif guinéen, car il y a belle lurette, aucun club guinéen n'a réussi à franchir le cap des préliminaires d'une compétition africaine de clubs. Voilà, c'est sur cet élément de reportage que s'achève cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez connectés sur le www.groupeevasionguinée.info. Bonne suite au programme à tous.